Bonjour et bienvenue au cours Matériaux nouveaux, un cours dédié aux étudiants de Master 2 en ingénierie des matériaux et des surfaces du département de sciences des matériaux SDM de la faculté de génie mécanique et génie des procédés de l'université USTHB. Un biomatériau est conçu pour remplacer une partie défectueuse d'un corps humain ou animal. Qu'il soit fonctionnel tel qu'un cœur artificiel ou de structure telle qu'une tête de fémur, le biomatériau doit assurer sa fonction à long terme et pour cela, il doit obéir aux lois qui régissent le corps humain ou animal et s'adapter mécaniquement et chimiquement aux fluctuations du corps dans lequel il vit. C'est avant tout un matériau synthétique, c'est-à-dire qu'il a été synthétisé par l'homme. Un matériau artificiel qui fait certes appel au génie des matériaux puisqu'il profite des propriétés de ce matériau et il peut également être un ensemble de matériaux, soit un système de biomatériaux ayant une fonction biophysique, soit un biosystème. Généralement, les biomatériaux, lors de leur conception et de leur fabrication, font appel à plusieurs génies, vu la nature des matériaux et le domaine d'utilisation. Qu'on s'entende bien, un biomatériau n'est pas ce qui est en contact juste avec la peau ou la muqueuse, tel qu'une paire de lunettes ou un dentier. Quand on parle de biomatériaux, le contact intime avec l'intérieur du corps doit être assuré, d'où les interactions chimiques, mécaniques et fonctionnelles à entretenir et maintenir. Comme on vient de le dire, un biomatériau est conçu pour remplacer une partie défectueuse d'un corps humain ou animal, soit une défaillance. Puisque cette défaillance est détectée et doit être traitée par un biomatériau, le système à remplacer doit être étudié. Étudié dans sa fonction biologique, étudié dans son impact sur l'environnement biologique, environnement humain ou environnement animal, étudié dans son inertie chimique vu le pH du milieu. L'idée de concevoir des biomatériaux est une réponse à un besoin crucial de solution à des problèmes de défaillance d'organes et d'handicap. Si la motricité des membres n'est plus assurée, leur remplacement est inévitable et le génie des matériaux se propose comme une alternative moderne, mais en même temps un défi car il arrive parfois que la fonctionnalité n'est pas à 100% retrouvée. D'où les recherches dans ce domaine et les différentes propositions défendues dans les colloques internationaux. Le biomatériau doit répondre à la compatibilité qu'il doit avoir dans le corps humain ou animal, et le défi étant de voir à quel point il remplace le membre ou l'organe défaillant. Le biomatériau, comme corps étranger au corps récepteur, ne doit pas perturber l'équilibre du corps récepteur. Si un genou artificiel est implanté dans le corps d'une personne âgée ayant de graves problèmes d'ostéoporose ou de faiblesse générale des os, un problème d'incompatibilité surviendra à l'interface entre le genou artificiel et les membres voisins. Il y va également des personnes qui croissent durant leur vie et si un biomatériau est incrusté dans leur corps, il faudra estimer les interactions entre ces deux matériaux, l'un en croissance, l'autre stable, et éventuellement prévoir d'intervenir chirurgicalement. Et évidemment, et vous l'aurez deviné, le biomatériau doit sa place du fait qu'il participe au confort du corps récepteur ainsi qu'à l'ingéniosité du chirurgien qui, grâce à sa compétence, a mis en valeur l'usage du biomatériau comme alternative à une défaillance fonctionnelle ou organique. Dans la philosophie qui s'impose, différents tests de validité s'imposent pour conclure de la performance du biomatériau durant son usage. Des tests biologiques de compatibilité concernent la non-toxicité du matériau et son inertie chimique dans l'environnement biologique du corps récepteur. De tels matériaux sont souvent soumis à des sollicitations mécaniques et chimiques. Alors il ne faudrait surtout pas que le matériau s'effrite par frottement avec des membres voisins, tels que des zones osseuses, et qu'il ait une bonne résistance à différentes sollicitations, telles que la torsion, la compression, le flambage, sinon il risquerait de se briser dans le corps, provoquant des hémorragies et des complications invisibles à l'œil nu. L'accommodation mécanique est le premier paramètre physique des biomatériaux dédiés à la mécanique.
le défi étant de ne pas ressentir ou détecter une différence entre l'ancien et le nouveau membre. Si son accommodement tourne mal, des distorsions, des contraintes résiduelles seront ressenties et l'objectif visé ne sera pas atteint. Le biomatériau n'est pas une solution à court terme et ne doit pas être une solution à court terme. Si le genou artificiel aujourd'hui dure 30 ans dans le corps de l'homme, c'est parce qu'il résiste bien à des sollicitations cycliques. La résistance à une sollicitation cyclique ou la fatigue doit obligatoirement faire l'objet d'essais cliniques du biomatériau et c'est le cas de tous les biomatériaux qui seront sollicités de manière cyclique, tels que la tête de fémur, le bassin et le genou artificiel. Le biomatériau doit être également bioadapté au corps récepteur. Quand on prend par exemple l'exemple d'une broche incrustée dans l'os, cette broche ne doit pas être apparente, que ce soit pour la personne traitée et même apparente visuellement. Prenez l'exemple du pacemaker, ce dispositif électrique qui est adapté près du cœur d'une personne qui a des problèmes de rythme cardiaque. Ce dispositif ne doit pas être disposé de manière apparente et gênante même. C'est vrai que une personne dont on a installé un pacemaker ne doit pas être exposée à un champ électrique ou un champ magnétique. Vous connaissez bien les relations entre le champ magnétique et les dispositifs électriques. Perturbation du signal électrique, orientation du trajet des électrons, etc. Alors, le design bio-adapté, c'est un design où intervient certes la fonction du biomatériau, mais également son design, sa conception. La discrétion est de mise. Quand on adapte un biomatériau à un corps récepteur, qu'il soit animal ou humain, la masse et la densité du biomatériau doit être similaire à celle des tissus ou de la masse environnante. Prenons l'exemple d'une lentille de contact qu'utilisent ceux qui ne veulent pas porter de lunettes. Alors imaginez si cette lentille de contact a une densité différente de celle de la cornée. Le moindre mouvement de l'œil fera en sorte que la cornée ne pourra suivre le mouvement de l'œil. Alors, si une personne regarde à gauche, à droite, en haut, en bas, il y aura une sorte de phénomène de retard si la lentille a une densité supérieure à celle de la cornée. Par contre, si la lentille a une densité inférieure à celle de la lentille, elle risque même d'être décollée de l'œil, car la force exercée par l'œil sur la lentille pourra être supérieure à la force de contact de la lentille avec l'œil. La densité du biomatériau est également étudiée lorsque nous concevons, lors du design, nous concevons le biomatériau adapté à l'organe. On pourrait également prendre le cas du genou artificiel. Si le genou artificiel est plus lourd que le genou naturel, on aura un phénomène de lourdeur dans le pas même de la personne qui marche, la personne traitée au genou artificiel, qui, lorsqu'on lui demandera de marcher, de prendre des choses lourdes, de courir, cette personne-là va ressentir une sorte d'inadéquation, si vous voulez, du mouvement. Et ça sera ressenti durant même la vie en service du genou sur le corps. On pourrait également prendre l'exemple des implants dentaires. Si vous voulez, c'est cette ossature, ce support que nous installons dans la mâchoire de la personne à traiter pour installer des dents artificielles ou des mâchoires artificielles. D'accord? Alors si cet implant-là est trop lourd, par exemple, a une densité plus importante que celle de la partie à traiter, la bouche sera toujours ouverte. Et là, c'est pas agréable à voir. D'accord? Alors, le design est une partie très importante, occupe une proportion, un pourcentage très important dans le choix du biomatériau. Un dernier point concernant les propriétés du biomatériau.
le biomatériau doit être relativement accessible à tous. Alors quand je dis relativement accessible à tous, c'est-à-dire que c'est pour monsieur et madame tout le monde. Si vous avez un biomatériau qui coûte très cher, vous imaginez que ce n'est pas tout le monde qui pourra se payer, tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire je parle de toutes les personnes qu'il faudra traiter. D'accord? Euh, Quand on utilise un biomatériau, il faudra également penser au prix qu'il pourra coûter à la personne à traiter. Quand on veut produire un biomatériau, il faudra penser à la technique de production. Pour le rendre reproductible, il faudra penser donc à toutes ces technologies de moulage, à tous ces moules en plâtre, moules en sable, moules en silicone qu'il faudra utiliser pour justement produire ce biomatériau. Une facilité également de production de ce biomatériau nous permettra de le produire à grande échelle. Alors quand vous savez que euh, des genoux sont moins fréquemment, des genoux artificiels sont moins fréquemment utilisés en, en médecine de réparation que des lentilles, le concept de reproductibilité n'est pas demandé. Par contre, dans le cas des lentilles de contact, dans le cas des implants dentaires, la reproductibilité est sollicitée, puisque dans le cas des implants dentaires, les implants dentaires sont quasiment similaires dans toute la bouche. Si vous voulez remplacer les dents d'une personne, une par une, les implants, c'est-à-dire les supports de ces dents artificielles, sont tous les mêmes. Donc, il est beaucoup plus question de notion de reproductibilité dans le cas des matériaux qui se répètent dans un processus de réparation que dans le cas, par exemple, du genou où nous n'avons qu'un seul genou à traiter. Maintenant, nous allons parler des classes des matériaux utilisés dans le corps humain. Alors, évidemment, quand je parle du corps humain, je parle du corps animal, c'est-à-dire que ce soit pour un homme ou pour un animal. C'est quasiment la même chose. Maintenant, les matériaux utilisés, bon, vous devinez, quand on parle de classe, on parle de quoi? On parlera donc des polymères, on parlera des métaux, on parlera des céramiques, d'accord? Alors, quand on va traiter ces matériaux euh, classe par classe, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire que certains polymères sont utilisés, on parlera de polyéthylène à haute densité, de silicone, de polyester, etc. Juste faites attention lorsqu'on utilise ces matériaux-là, comme nous avons vu tout à l'heure, l'étude biochimique de ces matériaux, donc de l'impact biologique de ces matériaux dans le corps, est auparavant étudiée. On ne peut pas utiliser du polyéthylène parce qu'on veut l'utiliser. Non, c'est parce qu'il s'adapte pour certaines applications assez bien au corps humain. Certaines parties du genou artificiel sont fabriquées en polyéthylène à haute densité. Le polyéthylène euh, est un matériau qui est assez léger, étant donné que c'est un polymère, mais également qui présente une propriété très très intéressante, c'est celle de la résistance à l'usure. Je vous rappelle qu'un genou, lorsqu'il est sollicité, lorsqu'il travaille, c'est un système qui est sollicité à des frottements. Alors, qui dit frottement dit contact entre pièces et éventuellement, on pourrait avoir de la perte de matière. Alors, un genou artificiel qui perd de la matière, ça, ce n'est pas un biomatériau. Toute une étude a été faite concernant le polyéthylène à haute densité et des résultats ont prouvé que c'est une alternative à certaines parties du genou artificiel qui sont sollicitées hautement à l'usure. Prenons l'exemple également du silicone qui est largement utilisé dans la chirurgie esthétique ou chirurgie réparatrice. Des études ont montré également que le silicone n'avait pas une interaction avec les tissus biologiques, donc aucune complication n'a été observée à moyen terme. Les avantages à utiliser les polymères comme biomatériaux résident dans le fait qu'ils sont très résilients, c'est-à-dire qu'ils sont résistants au choc mécanique, et qu'ils sont faciles à fabriquer. Alors je vous rappelle le cours que vous avez suivi dans les polymères, où vous avez traité le moulage sous pression ainsi que le soufflage.
Les inconvénients observés dans le cas des polymères utilisés comme biomatériaux, c'est leur faible résistance. Là, nous savons très bien que les polymères ne sont pas assez résistants comparativement aux métaux et aux céramiques, que les polymères se déforment en fonction du temps. Alors là, c'est toute une propriété qu'on appelle le fluage, lorsque le polymère est sollicité à une contrainte dans le temps. Alors si un polymère se déforme en fonction du temps, euh, vous remarquez qu'il ne pourra pas être utilisé dans le corps récepteur, un corps où la zone est sollicitée à des déformations dans le temps. D'accord? On ne peut pas utiliser donc un polymère comme pour remplacer un os de fémur, puisqu'il sera constamment soumis à des efforts de compression et en fonction du temps, nous savons que le polymère va se déformer. La dégradation est également observée dans le cas des polymères. Je vous rappelle que le milieu dans lequel vivra ce biomatériau, c'est un milieu où il y a des tissus, où il y a des fluides, où il y a un pH sanguin, et c'est ce qui limitera l'utilisation des polymères comme alternative à certaines parties du corps à traiter. Alors, comme exemple d'utilisation des polymères comme alternative à certaines parties du corps, on parlera donc des vaisseaux sanguins. D'accord? Certains vaisseaux sanguins peuvent être remplacés défectueux, certains vaisseaux sanguins défectueux peuvent être remplacés par des vaisseaux sanguins en polymère. Vous avez également des cavités articulaires. Prenez l'exemple par exemple de la tête de fémur. Lorsque la tête de fémur, qui est justement une partie très sensible pour les personnes atteintes d'ostéoporose et pour les personnes donc âgées, étant donné que la tête de fémur est une zone de concentration de contraintes mécaniques, euh, une chute peut provoquer une fracture de la tête de fémur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, lors de l'intervention chirurgicale, la tête de fémur est donc remplacée par une tête de fémur artificielle et pour cela, il faudra carrément préparer la cavité dans le bassin, préparer l'arrivée de la nouvelle tête de fémur. Alors, euh, évidemment, il y a tout un processus que vous allez voir dans la vidéo qui est disponible sur la page web du cours, une vidéo où on vous montre comment la tête de fémur est remplacée par une tête de fémur artificielle et comment le bassin est préparé justement mécaniquement et chimiquement à recevoir justement ce nouveau corps étranger et qui est bioadaptable et qui dure aussi longtemps que l'on veut. Dans le cas de l'oreille artificielle en silicone, vous voyez que le but de tout ça, c'est justement de remplacer une oreille qui est défectueuse, déchirée, accidentée, par une oreille artificielle. Regardez ici le design. Alors là, vous remarquez que l'oreille a carrément été moulée, hein, d'accord, dans un moule pour justement respecter le design qui a été soit choisi par le médecin ou tout simplement le design parce que cette oreille-là, on veut qu'elle ressemble à celle du côté gauche. Je citerai également une des merveilles utilisées à l'aide de biomatériaux, c'est celle de la trachée artère artificielle pour des personnes à qui on a carrément enlevé, coupé, sectionné la trachée artère pour une raison ou une autre. Alors on peut quasiment la remplacer par un biomatériau et permettre à la personne de respirer aisément. Les métaux ont été utilisés en premier lieu, historiquement parlant, comme biomatériaux. Alors, on n'a pas eu recours à des polymères ou des céramiques, ça a commencé par des métaux. Pour la simple raison que c'est une technologie, la technologie des métaux était une technologie qui était maîtrisée depuis très longtemps, sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les métaux, bah, on ne peut pas utiliser tous les métaux. Alors il a fallu trouver un compromis entre la légèreté du matériau et également son inertie chimique.
Bon, l'inertie chimique, les métaux précieux se présentent à cette propriété-là, sauf que les métaux précieux sont denses, sont lourds. L'or a une densité de 19 grammes par centimètre cube, l'argent a une densité de 10 grammes par centimètre cube. Juste pour vous donner un titre comparatif, le fer a une densité de 7,6 grammes par centimètre cube. Alors vous voyez la différence. Donc en même temps, il fallait que le métal soit noble et en même temps, il fallait qu'il soit léger. Donc euh, pour l'or et l'argent, on se rappelle que utiliser ces matériaux-là comme couronne dentaire, oui, parce qu'étant donné que la couronne est un matériau qui est en fait juste un revêtement de très très faible épaisseur, ça peut marcher. Par contre, remplacer une partie osseuse par de l'or ou de l'argent, ce n'est pas évident, étant donné que l'os, c'est quand même une céramique, et une céramique est connue pour être un matériau léger. Généralement, des alliages de titane sont utilisés, le titane étant un alliage à faible densité. Alors, on utilise le titane à l'époque pour remplacer la tête de fémur, et on utilise également les alliages de titane comme implants dentaires. Je vous rappelle que dans le cas du traitement de la mâchoire, des alliages lourds ne sont pas les bienvenus. Les avantages pour utiliser les métaux comme biomatériaux, les avantages sont connus. Vous savez bien que les métaux sont résistants. Ils sont aussi résistants que les céramiques, plus résistants que les polymères. Les métaux sont également tenaces. Alors la ténacité, c'est quoi? La ténacité, c'est la propriété qu'a un matériau à résister à la propagation de la fissure. Donc c'est une résistance à la propagation de la fissure. Et ça c'est très important, étant donné qu'un matériau se rompt, se casse, lorsqu'il y a fissure et propagation de la fissure. Une fissure toute seule ne suffit pas à dire que le matériau est rompu. Il faut que la fissure se propage. Prenez l'exemple du verre. Lorsque on veut couper du verre, qu'est-ce qu'on fait? On fait une entaille au diamant, et puis par la suite, on casse. L'entaille, c'est une fissure, mais le verre est toujours solide. Par contre, lorsque on actionne une force sur l'extrémité du verre, le verre se coupe. Il y a donc eu propagation de la fissure. Et finalement, les métaux sont des matériaux ductiles, c'est-à-dire qu'ils manifestent une facilité à la mise en forme, étant donné qu'ils sont plastiques, et c'est justement cette plasticité des métaux qui est utilisée lors de la mise en forme des biomatériaux métalliques. Comme inconvénient, lors de l'utilisation des métaux comme biomatériaux, euh, il faut se rappeler que les métaux se corrodent. Alors, le processus de corrosion varie d'un métal à un autre. Tous les métaux se corrodent. Maintenant, quand on parle de corrosion, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'ingénieurs, ce n'est pas la corrosion en tant que telle, mais c'est beaucoup plus la vitesse de corrosion, la cinétique de corrosion. Euh, des matériaux qui se corrodent à très très faible vitesse, tels que les matériaux nobles, sont les bienvenus. Par contre, les autres matériaux qui observent un processus de dégradation euh, quasi spontané, ça ne seront jamais, alors là, jamais utilisés comme biomatériaux. La densité également est un inconvénient, étant donné que si un biomatériau est plus dense, il est plus dense que les matériaux qui l'entourent, cette variation de densité peut jouer un rôle négatif sur la vie en service de ce matériau dans le corps récepteur. Et elle peut même être ressentie par l'individu, la personne ou l'animal traité. Les biomatériaux, qui sont des matériaux euh, fabriqués avec des métaux assez nobles, euh, tels que les alliages de titane, tels que les alliages d'or et d'argent, ces biomatériaux métalliques nécessitent un équipement sophistiqué et assez cher, d'où le prix du biomatériau et du problème de sa disponibilité et de sa popularité. À titre d'exemple, je voudrais juste citer le prix du genou artificiel. Alors l'intervention en Algérie pour
placer un genou artificiel à un patient, cette intervention-là coûte environ 450 000 dinars, 45 millions l'intervention, étant donné que c'est un matériau pas facile à fabriquer, le design est compliqué et les matériaux utilisés, les matériaux métalliques, biomatériaux métalliques utilisés pour la fabrication du genou artificiel sont assez nobles. À titre d'exemple, je citerai les prothèses de fémur ainsi que les implants dentaires. Je vous rappelle que deux vidéos sont disponibles dans la page web du cours où vous verrez comment la tête de fémur est remplacée par une tête en biomatériaux et vous verrez également dans une autre vidéo comment installer un implant dentaire. Alors là, c'est quasiment une animation euh, du début jusqu'à la fin pour vous montrer tout cet art qu'utilise le chirurgien à remplacer une dent défectueuse et rendre l'aspect facial très joli à voir. Les polymères et les métaux ne sont pas les seuls matériaux utilisés dans la chirurgie réparatrice. Vous avez également des biocéramiques qui sont utilisées pour remplacer certaines parties du corps, vu leur stabilité chimique, vu leur excellente propriété mécanique et vu également leur propriété physique, c'est-à-dire la densité. Je prendrai l'exemple de l'alumine haute densité. Alors haute densité, c'est-à-dire que vous avez vraiment une alumine où vous avez une porosité inférieure à 5%. Comme avantage, je voudrais citer la bonne biocompatibilité de ce matériau, étant donné que chimiquement, il est inerte, mécaniquement, il n'y a pas d'usure, donc perte de matériaux, que parmi les inconvénients à utiliser des céramiques comme biomatériaux, leur fragilité, on sait qu'une céramique est fragile, d'accord? Une céramique est fragile d'autant plus que la céramique, par nature, une céramique est un matériau qui contient de la porosité. Aussi faible soit-elle, c'est toujours un défaut et un concentrateur de contraintes. La céramique est peu résiliente, elle résiste difficilement au choc, et si ce matériau-là est soumis en traction, la traction est un processus de propagation de la fissure. Par contre, la céramique est un matériau qui aime bien la compression. Pourquoi? Parce que la compression est un phénomène mécanique qui tend à fermer le pore, donc à rendre, si vous voulez, la structure beaucoup plus dense. Alors, si le matériau est soumis en compression, la céramique, la biocéramique sera la bienvenue. Alors, comme exemple d'utilisation des céramiques dans les biomatériaux ou carrément des biocéramiques, ce sont les implants dentaires. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure comme implant dentaire métallique avec des alliages de titane légers, nous l'observons également avec les céramiques que j'appellerais des céramiques techniques ou des biocéramiques, euh, pour la simple raison que la céramique ici ne sera pas utilisée en traction, ne sera pas utilisée en usure, ne sera pas utilisée dans un milieu où il y a des chocs, étant donné qu'elle sera implantée dans la mâchoire de l'individu. Je citerai finalement les matériaux composites ou les biocomposites. Alors généralement, ce sont des composites à matrice carbone renforcés par des fibres de carbone pour la simple raison que le carbone se présente très bien au phénomène de résistance à l'usure. Un phénomène de résistance à l'usure étant donné que le carbone est quand même ce qu'on appelle un lubrifiant solide, un lubrifiant qui va donc permettre d'éviter la perte de matière. Et également, le composite carbone-carbone est facile à fabriquer en série pour une utilisation à grande échelle. Par contre, il est difficile à fabriquer étant donné que le carbone, lors de sa fabrication, ne doit pas être soumis à un environnement oxydant. Je vous rappelle que le carbone a une température de 180 degrés s'oxyde, d'où sa fabrication dans des atmosphères contrôlées, notamment des atmosphères
où il n'y a pas d'oxygène, et les gaz neutres utilisés sont souvent l'argon principalement et l'azote. Des exemples d'utilisation de matériaux composites comme biomatériaux ou des biocomposites, je citerai ici les ciments osseux ainsi que la résine dentaire. Les ciments osseux, justement pour remplacer certaines parties des vertèbres qui sont fracturées, alors on injecte carrément du ciment osseux là où la vertèbre est défectueuse. Alors il est impératif de connaître et de maîtriser la science des matériaux avant de les proposer comme alternative aux matériaux naturels, tels que les organes et les tissus. Une science non maîtrisée conduit automatiquement à proposer des matériaux qui coûtent cher, étant donné que c'est toujours à l'état d'essai clinique. Par contre, lorsque c'est maîtrisé, euh, la fabrication en série ou à grande échelle de ces biomatériaux conduit automatiquement à la réduction de leur prix, donc à la disponibilité pour la société. Quand on choisit un matériau ou des matériaux pour une application biologique donnée, on est obligé de dresser l'éventail des objectifs à atteindre. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons un matériau qui résiste à une sollicitation cyclique, fatigue? Est-ce que nous voulons un matériau qui va résister à la compression, tel que l'os d'un fémur? Est-ce que nous avons besoin d'un matériau qui va solliciter d'autres matériaux, tels que le système complexe d'un genou? Et si l'objectif maintenant est de remplacer un système aussi complexe que le cœur, alors vous imaginez qu'il est question ici de biomatériaux, de biosystèmes, donc c'est une fusion entre plusieurs spécialités où intervient le matériau, où intervient le génie électrique, où intervient la médecine. C'est justement cette fusion entre différentes spécialités qui conduit justement à la création du biomatériau. Il est question de biofonction, de biostructure, de bio-objectif. Quand on se lance dans la spécialité des biomatériaux, nous sommes obligés d'avoir des notions de biologie, des notions de médecine, d'anatomie, que ce soit une anatomie humaine ou une anatomie animale, car il est question avant tout de remplacer un organe, un membre défectueux, et ce qui est visé, c'est le confort du corps récepteur. Alors j'ai pris ici l'exemple de la tête du fémur et je vous invite à aller sur la page web du cours et de visionner la vidéo que j'ai rendue disponible et qui va vous montrer les différentes étapes à respecter pour réparer une tête de fémur endommagée. La performance d'un biomatériau est estimée par sa fiabilité. Alors, un matériau est fiable lorsque nous n'observons aucune fracture, aucune usure, aucune infection du corps récepteur et aucun relâchement du matériau. Alors ici, je dresse sur le graphe les 4 propriétés qui vont cibler la fiabilité du matériau. Si seulement une des propriétés, fracture, usure, infection ou relâchement, est atteinte, le matériau n'est plus fiable. Il ne s'agit pas d'avoir toutes ces propriétés-là assurées, une seule suffit à rejeter le matériau et lui faire perdre sa qualité de bio. Dans l'étude de la performance des biomatériaux, alors si nous notons PR, la probabilité de rupture, la fiabilité sera égale à 1 moins PR. La fiabilité totale tiendra compte des fiabilités de chaque contribution. Alors, nous avons contribution de la fracture, contribution du relâchement, contribution de l'inertie chimique, contribution de l'infection. Finalement, la fiabilité totale n'est que le produit de toutes ces fiabilités que je viens de citer. La vie d'un biomatériau dépend de sa fonctionnalité.
Alors je vous ai montré sur la vidéo que vous verrez sur le site web, sur la page web du cours, vous verrez un processus de remplacement d'un implant dentaire. Et pour une sollicitation mécanique telle que la mastication, ce sera les propriétés du biomatériau qui seront visées. Par contre, dans le cas des tissus et des organes remplacés, il faudra insister sur la fonctionnalité de l'implant. Nous allons parler en fin de cours sur certaines propriétés physiques observées dans les biomatériaux ou qui doivent être observées dans les biomatériaux. Alors, c'est des propriétés physiques électriques, donc de conductivité électrique, propriétés optiques, propriétés d'absorption des rayons X, propriétés de densité, évidemment, propriétés de porosité, c'est très important, puisque le matériau est en contact via sa surface spécifique avec l'environnement biologique. Les propriétés électriques des biomatériaux sont à maîtriser dans certaines applications, beaucoup plus que dans d'autres, puisque dans certaines applications, il n'y a pas seulement que les matériaux qui sont sollicités, mais également le côté médical, le côté biologique, le côté interaction entre le matériau ou biomatériau et le corps récepteur. Je prendrai l'exemple du pacemaker ou le stimulant, ainsi que dans le cas des matériaux piézoélectriques, comme dans le cas de l'étude de la croissance des os. Une vidéo est disponible dans la page web du cours où vous verrez le travail électrique et mécanique réalisé par le pacemaker, c'est-à-dire par le stimulateur une fois installé dans le corps d'une personne qui observe des problèmes cardiaques, de rythme cardiaque. Je donnerai ici juste à titre d'exemple l'effet des propriétés électriques sur le choix du biomatériau. Alors on prend l'exemple ici du stimulateur ou pacemaker relié au cœur. Alors si un fil d'or relie le pacemaker au cœur et que ce fil d'or a une résistivité de 2,35 10 puissance moins 8 ohm-mètre, on demande ici de déterminer la résistance de ce fil d'or. Je rappelle un petit souvenir de lycée. La résistance R électrique d'un fil conducteur de résistivité ρ, de longueur L et de section S s'écrit R égale à ρ L sur S. Ce qui, avec le calcul et les données, nous donne la résistance de l'or égale à 0,3 ohm, qui est une valeur inférieure à celle des tissus cardiaques. C'est-à-dire que le signal électrique envoyé par le pacemaker sera bien reçu par le cœur et qu'il n'y aura aucune résistance entre ces deux systèmes, le système pacemaker et le système cœur. Vous imaginez s'il y avait une résistance supérieure à celle des tissus cardiaques, le signal électrique ne pourra être transmis au cœur et le biomatériau ne pourra atteindre son objectif. Pensez donc à l'ensemble des matériaux à utiliser pour isoler électriquement le pacemaker des tissus environnants pour éviter toute perte électrique et rendre le pacemaker un biomatériau fiable. Comme exemple d'application, je citerai également le caractère piézoélectrique du tissu osseux qui a été prouvé, c'est-à-dire que l'os est un matériau piézoélectrique, c'est-à-dire qu'il est capable d'émettre un signal électrique une fois déformé. Si c'est le cas, donc la croissance de l'os peut être repérée, enregistrée grâce au signal électrique émis par l'os. Donc, on peut imaginer que dans certains cas d'études de réparation de la croissance des os pour des individus, notamment des individus en bas âge, où la croissance doit être contrôlée, ces individus nécessitent une inclusion dans leur corps de matériaux piézoélectriques, donc de biomatériaux piézoélectriques, pour générer justement des signaux électriques in vivo à l'intérieur qui vont stimuler la croissance de l'os. Donc ce seront ces matériaux-là, ces biomatériaux piézoélectriques qui vont, eux, générer les signaux électriques nécessaires à la croissance de l'os.
Prenons l'exemple de la performance des matériaux en contact avec l'œil. Vous devinez que ici je parle de lentilles. Quand il s'agira de choisir une lentille de contact, c'est vrai qu'elle est en contact avec le corps humain, avec la cornée de l'œil, d'où son caractère bio, mais également parlons de sa performance, c'est-à-dire son rôle d'acheminer le signal lumineux vers la rétine, d'où son caractère optique. Il s'agira donc d'étudier sa bio-interaction avec l'environnement optique, donc sa bio-interaction avec son pouvoir optique représenté ici par son indice de diffraction qui va permettre justement au signal lumineux d'atteindre la rétine. Si maintenant le verre répond à ces propriétés, est-ce que de tels objectifs peuvent être atteints avec d'autres matériaux, moins chers, plus fiables? La densité des matériaux est définie par le rapport masse sur le volume. Un biomatériau qui remplace un volume équivalent de tissu humain peut avoir une masse différente, soit une densité différente. D'où le problème, dans certaines applications, de problèmes mécaniques, voire des problèmes d'accommodation de ce matériau avec son environnement. Donc de non-respect de la mécanique du mouvement et de création de contraintes résiduelles au sein même du corps récepteur. L'utilisation des matériaux poreux est dédiée principalement aux implants et aux filtres pour les machines à circulation extracorporelle. Citons par exemple l'équipement dédié à l'hémodialyse. Par contre, dans certaines applications, la porosité n'est pas souhaitée. L'utilisation de matériaux poreux comme alternative au squelette augmente la densité en concentration de contrainte. Ce sont ces défauts qui feront que la performance de notre biomatériau, la porosité P est définie par P égale à 1 moins Vs, où Vs est la fraction volumique de phase solide. Maintenant, pour un matériau, il existe trois mesures de volume. Alors nous avons le volume réel, le volume apparent et le volume total des pores. Le volume réel, c'est le volume global moins le volume des pores. Le volume apparent est le volume global moins le volume des pores ouverts. Et le volume total des pores, c'est le volume des pores ouverts plus le volume des pores fermés. La densité de l'implant est parfois problématique. Dans le cas des lentilles de contact, le matériau peut être plus dense que les tissus oculaires. Cas du PMMA, polyméthacrylate de méthyle. Durant le mouvement rapide de l'œil, des dommages peuvent être causés par cette différence de densité et nous observons des fois des irritations de la cornée de l'œil à cause justement de ces frottements dus à cette variation de densité entre les deux matériaux, le matériau de la cornée et l'implant, soit le biomatériau. Alors nous proposons l'utilisation de lentilles en silicone à basse densité qui est proposée comme solution, puisqu'il faut également penser à l'accommodation, soit à son comportement mécanique en service et durant son interaction avec la cornée de l'œil. Ce problème de gradient de densité est également observé dans le cas des implants en chirurgie plastique. Prenons l'exemple de l'utilisation d'une mousse de polyuréthane qui est utilisée comme doublure d'un pied artificiel. La fraction volumique solide est de 4%. Les pores ont un diamètre de 0,5 mm et sachant que la densité du polyuréthane est de 0,9 g par cm3, on demande de déterminer la porosité et la densité apparente du matériau, puis de calculer la masse d'une feuille carrée de ce matériau de 200 mm de côté et de 1 cm d'épaisseur. Une fois le calcul fait, nous remarquons que la masse de la doublure est inférieure à celle du pied. Alors comme biomatériau, la fonction du pied artificiel, donc sa biomécanique, peut être assurée. Par contre, sa masse est nettement inférieure à celle du pied et cet inconvénient sera ressenti par l'individu. Ce qui met fin à ce chapitre du cours Matériaux nouveaux.
J'espère que l'idée et son approche vous ont plu. Vous pouvez toujours visionner cette vidéo autant de fois que vous voulez et me laisser un commentaire au bas de la page.